Non. Je ne l'admets pas. C'est une vilenie que je ne pardonnerai jamais. Jamais, monsieur Aziza. Harlem Désir qui est monté en ligne, suivi de quelques imbéciles qui ne se sont même pas donné la peine de vérifier les propos. On saisit comme des opportunistes de bas étage ce qu'ils croyaient être une occasion, qui pour finir a tourné à leur ridicule. Ou qui ont compris vos propos de cette manière, tels qu'ils avaient été relatés dans la presse. Il faut avoir l'esprit particulièrement tordu quand on s'appelle Harlem Désir, avec qui j'ai milité pendant 20 ans, pour qu'il puisse surgir le moindre doute dans son esprit sur cette question. Pour d'innombrables raisons, il ne pouvait pas y en avoir dans son esprit. Il a donc sciemment et délibérément utilisé l'argument de l'antisémitisme pour le prostituer, l'utiliser à des fins bassement politiciennes. On ne joue pas avec ça. Voilà ce que j'ai à dire. Et vous avez été nombreux dans cette affaire à marquer, quelle que soit votre distance politique avec moi, qu'elle soit d'origine professionnelle ou de conviction politique, que vous n'étiez pas d'accord. Et si mes souvenirs sont bons, vous-même, monsieur Aziza, vous l'avez fait, raison pour laquelle j'ai accepté d'être votre invité ce matin, car sinon, je ne serais pas venu. Je ne parle pas avec les gens qui me traitent de cette manière. Et j'estime que cette mise en scène mélodramatique permanente, l'instrumentalisation des souvenirs, crée une ambiance épouvantable entre nous, dans ce pays. Il serait temps d'arrêter de jouer avec ces images, ou alors de le faire d'une manière sérieuse et conséquente. Alors on poursuit quand même. Je comprends ce que vous dites. Quand je dis sérieuse et conséquente, voilà ce que j'ai à dire à Harlem Désir. Retourne lire ton bouquin, et en particulier ce que je t'ai appris à lire. Et tu sauras que la dernière fois que nous avons eu à nous accrocher dans l'histoire sur cette affaire, ce sont les sociodémocrates allemands qui, après avoir assassiné les dirigeants politiques du Parti communiste allemand, ont fait voter pour Hindenburg plutôt que pour Ernst Thälmann, c'est-à-dire plutôt que pour un communiste, et c'est Hindenburg qui a appelé Hitler au pouvoir. D'accord ? Par conséquent, nous avons dans cette histoire, l'histoire doit être maniée avec intelligence, et pas pour être jetée à la figure des uns des autres. Apprenons une bonne fois, d'abord à ne pas manipuler les mots pour leur faire dire n'importe quoi, et deuxièmement, tirons les leçons de l'histoire. Nous ne faisons pas de barrage de type front républicain, front démocrate, qui est une efficacité. On ne le fait qu'en étant soi-même, en portant jusqu'au bout les valeurs de la gauche quand on est de gauche, et jusqu'au bout les valeurs de l'idéal socialiste. Il nous reste 6-7 minutes, donc pas beaucoup de temps. Là, je vous ai livré mon impression. On entend votre passion, dire la rage que j'ai d'avoir été traité de cette façon. Votre passion et votre émotion. D'ailleurs, Julien Drey, ici même à l'antenne de Radio J, avait dit que ce procès en antisémitisme était un faux procès qu'on vous faisait, mais quand même, il y a un certain nombre de dirigeants socialistes qui continuent à critiquer vos propos, votre langage. Aurélie Filippetti vous lance aujourd'hui Yabasta. Bruno Leroux disait tout récemment, Mélenchon, plus il est isolé, plus il hurle. Donc, c'est moi qui suis isolé. Harlem Désir. Donc, je lui souhaite mon isolement à ce petit-là. Lui souhaite mon isolement. Il a qu'à aller dans la rue. On y va tous les deux, Bruno Leroux et moi. Et Jean-Christophe. Écoutez, on y va. Ouais. Il met son poing à la rose et moi je mets mon badge front de gauche. On fait 200 mètres dans une rue populaire, si vous voulez. Monsieur Aziza, vous mettez sur un trottoir à côté de lui et vous demandez à un de vos collègues de monter pour voir lequel est le plus isolé. Jean-Christophe Cambadélis, vous braconnez sur les terres nationalistes. Est-ce que vous jouez pas avec le feu? Ça dépend. Non, mais la polémique, c'est normal. Je demande pas. Moi-même, je suis polémiste. J'envoie des mots. Je trouve normal qu'on me réplique. Je ne suis pas choqué de ça. Est-ce que vous ne jouez pas avec le feu? Non, ce que je n'accepte pas, c'est qu'on utilise des arguments, qu'on me mette dans la case qui est pas la mienne. Je ne suis pas un antisémite. Je ne suis pas un nationaliste, il le sait, Jean-Christophe. Non, mais est-ce que vous ne jouez pas avec le feu? Est-ce que vous ne réveillez pas les vieux démons chez les Français? Mais ça puisque vous dites, Alors, monsieur Aziza, quelle est la solution? Je dois me taire, c'est ça? Et attendre que monsieur Jean-Christophe Cambadélis vienne me dire ce que je dois faire en matière d'amour de la patrie. C'est bien ça, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça, mais oui, parce qu'il faudrait d'abord qu'il apprenne à comprendre ce que c'est. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas fondés à me donner des leçons. Moi, il me considère comme un nationaliste. On vous a critiqué aussi par rapport à votre soutien à Hugo Chavez.
Vous le comprenez ou pas? Je suis patriote, pas national. Ah, maintenant voilà Hugo Chavez. Je vous signale qu'il faut vous dépêcher parce que il vous reste encore à passer Fidel Castro, le Tibet, non, Kadhafi, il est plus là, on a essayé de me le coller, ça marche pas. Hugo Chavez. Qu'est-ce qu'il y a encore? Attendez. Non, mais la Corée du Nord, vous n'avez pas essayé? Non, mais c'est dommage. Vous dites ça fait partie des grands classiques quand même. Là, vous allez vous le faire reprocher. Vous êtes amoureux de la Corée du Nord? Non, quand même pas. Non, je n'ai jamais été partisan. Vous savez, moi, au contraire de Libération, j'ai jamais soutenu Mao Tse-tung ni Pol Pot. Au contraire de beaucoup de grands phraseurs, je n'ai jamais soutenu l'ayatollah Khomeini et j'ai pas été monter la garde à Neuf-le-Château quand il s'y trouvait, et ainsi de suite. Alors il y a des gens qui ont une telle mauvaise conscience quand ils me voient que ça les pousse à dire toutes sortes de sottises, comme c'est le cas de ceux que vous avez cités tout à l'heure. Maintenant, on a le droit de polémiquer, bien sûr, mais ça m'amuse de les voir se débattre comme ça, à dire ils soufflent sur les braises, mais les braises des pauvres amis, vous n'y pouvez rien, c'est pas moi qui les ai amenés, il n'y a pas besoin de souffler dessus, et à chaque fois que vous ouvrez la bouche, c'est vous qui soufflez dessus les braises, parce que les gens se disent quoi, ils sont encore là. Vous parlez des politiques ou des journalistes ou des deux? Je parle des journalistes, les journalistes, n'en parlons pas, mais je parle des responsables politiques, bien sûr, du Parti socialiste, du Parti Solferino. Est-ce qu'il est encore possible de vous réconcilier avec les socialistes et François Hollande? Mais je ne suis fâché avec aucun socialiste que je connais dans la base du parti. Je suis un des leurs, ils le savent. J'ai toujours eu le cœur de socialiste. Socialiste, qu'est-ce que c'est? C'est être Jean Jaurès, mais pas en parole, en fait. Vous voulez que je vous lise les phrases de Jean Jaurès sur ceux qui parlent mal? Ouais. Ah c'est dommage. Parce que Jean Jaurès aussi, on lui a fait ça. Jean Jaurès aussi, on le traitait de vendu aux Allemands, lui, c'était l'inverse. Vous êtes le nouveau Jean Jaurès? Bon, j'aimerais bien, ça me ferait de l'honneur, ça c'est clair. Mais bon, on n'en est pas là. Et alors, puis surtout, j'aimerais bien finir autrement. Alors sur l'actualité, donc il y a le. Non mais je plaisante pas parce que vous comprenez, une semaine on me traite d'antisémite, vous finirez par trouver des gens qui le croient. La semaine d'après on me traite de ceci, la semaine d'après de cela, et de cette manière on excite toutes sortes de genres de fous. Je veux pas raconter ce qui est devenu ma vie. On vous a menacé? Qu'est-ce que vous croyez? Je vous pose la question. Hein. On vous a menacé? N'encourageons pas les mauvaises vocations. Vous vous sentez en danger? Non, de ma vie je n'ai eu peur. C'est un trait familial. Mais vous vous sentez en danger ou pas? Non, j'ai un esprit lucide. Je sais analyser des contextes politiques et des environnements. Donc je pense que, à mains égards, c'est chaud pour moi dans bien des endroits. Alors, les députés ont voté cette nuit l'une des mesures phares du projet de loi sur l'emploi, celle qui encadre les... Vous savez, monsieur Aziza, oui. Regardez, depuis 2 ans, l'extrême droite répand sur Internet les mêmes attaques contre moi. Continuellement. Mélenchon, juif. Mélenchon, franc-maçon. Mélenchon, il gagne la paye d'un député et d'un sénateur. Ça dérange pas ces abrutis qu'on puisse pas être les deux à la fois, député européen et sénateur. C'est-à-dire, c'est tous les jours. Et tous les jours, il y a des imbéciles qui relaient sur Internet. Et je peux vous parler d'Internet, je sais ce que c'est, je sais ce qu'est Twitter, et je vis cela. Et je peux vous dire qu'après une émission qu'on a fait sur la chaîne parlementaire, il y a eu des propos assez désagréables concernant les journalistes et les journalistes juifs qui sont arrivés sur les sites. J'espère que vous ne me soupçonnez pas de les avoir sollicités, car je méprise ceux qui les ont envoyés, et vous avez toute ma sollicitude et mon soutien. Alors, une question. Les députés ont voté cette nuit l'une des mesures phares du projet de loi sur l'emploi, celle qui encadre les accords de maintien dans l'emploi, en cas de graves difficultés conjoncturelles. Une mesure qui donne donc plus de flexibilité aux employeurs, et si les employeurs refusent, ils pourront être licenciés. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une honte. Je pense que ceux qui ont voté ça ont choisi leur camp. C'est-à-dire? C'est le camp des puissants. Pourquoi? J'explique. Le patron de la grande entreprise vient, il vous dit « Je vous rallonge votre temps de travail. Je vous bloque votre paye. Et vous, ou sinon je vous supprime votre emploi. » Ça s'appelle le revolver sur la tempe. Et il vous dit « C'est où votre cervelle ou votre signature qui aura en bas de la feuille ?» Vous signez. Vous ne voulez pas signer. Jusqu'à présent, vous aviez cette possibilité en disant « Hop, c'est une modification substantielle de mon contrat de travail. Vous pouviez déposer un recours. Ça, c'est fini. Maintenant, vous êtes tout nu, désarmé. Cette loi est remplie de dispositions qui livrent les travailleurs à la merci du carnet de commandes et de la volonté du patron. Vous dites c'est pire que sous Sarkozy?
Ah ben c'est la même chose. Non, c'est un peu pire, ça c'est vrai. Un peu pire. Oui, puisque ça fait sauter la dernière clause, qui n'était pas dans Sarkozy, c'était la clause contrat de travail. Ça veut dire que le 5 mai, vous manifesterez aussi contre cette loi? Ah ben j'attendrai pas le 5 mai. Il faut là mardi, le 9, là nous avons un appel des syndicats qui nous invitent à venir à la rue. Moi j'y serai. On poursuit. Il nous reste 3 minutes. Et puis il y a le 1er mai, donc je vous rappelle que le 1er mai, il est d'abord ouvrier. Hein. Il y a 10 illuminés avec Madame Le Pen qui vont faire les pitres autour de la statue de Jeanne d'Arc, mais le 1er mai, c'est la classe ouvrière qui se réunit. Le 1er mai, avant le 1er mai, il y a aussi une actualité économique européenne. Pierre Moscovici annonce 0,1% de croissance en 2013, 1,2% en 2014, 3,7% de déficit. C'est honnête de sa part d'avoir annoncé ça, ou vous dites on sort pas de la crise? Que ce soit honnête ou pas, c'est que tout simplement la catastrophe s'avance. Dans tous les pays d'Europe, le gouvernement allemand a obtenu que la politique de contraction de la dépense publique s'applique. Et naturellement, toute l'Europe entre en récession. Les dirigeants français ont voulu faire croire le contraire et le président de la République s'est même piqué d'avoir fait voter un plan de croissance, n'est-ce pas, à l'Europe, dont il avait déjà escamoté la moitié. 60 milliards sur les 120 soi-disant arrivés, comme lui-même a accepté une réduction du budget de l'Europe supérieur à son soi-disant plan de croissance, donc toute l'Europe entre en récession. C'est une catastrophe sociale qui s'avance vers nous. Dernière question, si c'était à refaire, est-ce que vous revoteriez François Hollande au second tour de la présidentielle? Si c'était à refaire, je pense que ça serait moi qui serais au deuxième tour et je voterais pour moi. Parce que... Mais là, on parle de l'année dernière. Non, vous revoteriez... C'est du passé fiction. Il y a le futur fiction, le passé fiction. On recommence la même scène. C'est la fiction. Si j'étais dans les mêmes conditions, j'aurais pris la même décision. Et dans les conditions dans lesquelles j'étais, quelle était la décision à prendre? Faire partir M. Sarkozy. Et aujourd'hui... Attendez. Nous, on disait pas on fait partir M. Sarkozy parce qu'il est agité et que nous, on est normaux. Nous disons on fait partir M. Sarkozy parce qu'il a une politique qu'on n'approuve pas. Bon. Et aujourd'hui, vous dites qu'il faut faire partir François Hollande, pourquoi? Je dis rien du tout. Le président de la République est élu jusqu'à 2017. Alors, monsieur Aziza, ou bien je reste les deux pieds dans le même soulier et je dis aux gens, souffrez, je vous prie, en silence jusqu'à 2017, car j'arrive. Ou bien je dis, on essaye de trouver une solution maintenant. Je dis, on essaye de trouver une solution maintenant. Vous avez une majorité à l'Assemblée nationale qui a été élue avec des voix du Front de gauche. Le président de la République a été élu avec des voix du Front de gauche. Donc, on peut faire une autre majorité, c'est-à-dire une majorité avec un autre centre de gravité, qui soit un centre de gravité à gauche, voilà. Et ça, vous n'avez pas besoin d'attendre 2017 pour le faire. Maintenant, en 2017, évidemment, il vaudra mieux choisir un candidat du Front de gauche qu'un candidat solférinien. Je n'aime pas sauter à la corde et qu'on me dise alors, vous êtes pour, hein. Naturellement, il faut libérer. Les hommes sont dans les choses sérieuses. Mais l'organisation de nos rapports avec la Chine, 1,4 milliard d'habitants, qui est une puissance qui va être la première du monde, mécaniquement, ils n'en ont pas envie. Ça leur fait peur d'être en cette situation parce qu'ils ne savent pas s'ils sont prêts à l'assumer. Parce qu'ils savent que le jour où ils deviendront les premiers, la masse de dollars qui est en circulation dans le monde risque de s'écrouler et ils en ont eux-mêmes des paquets chez eux. Donc ils ont proposé qu'il y ait une monnaie commune de référence. Voilà les sujets sérieux qu'il faut discuter. De la même manière, le protectionnisme solidaire, ça veut dire discuter avec les Chinois, produit par produit, ce qui sort de chez eux et qui rentre chez nous. C'est plus important que l'indépendance du Tibet, par exemple. Pardon ? C'est plus important que les revendications des Tibétains qui... De quels Tibétains vous parlez ? Des Tibétains qui vivent au Tibet. De ceux que vous connaissez-vous ? Non, de ceux dont plus de centaines se sont isolés. Alors, la question de l'indépendance du Tibet va être réglée par ces deux messieurs, d'un revers de main, parmi les droits de l'homme. Alors, vous n'y connaissez rien, pardon. Il y a une centaine d'immolations. Oui. Ça existe. D'immolation. Par le feu. Oui, c'est-à-dire que quelqu'un a donné la consigne qu'on s'immole par le feu. En France, il n'y a pas de consigne. Là-bas, il y a des consignes. Écoutez-moi. Il y a une revendication, vous ne l'ignorez pas, vous ne pouvez pas traiter cette revendication d'un revers de main. Je vous pose la question, est-ce qu'il faut parler de cette question ou non ? Je voudrais pouvoir m'exprimer sur le sujet. La République française, en 1965, a reconnu la Chine en tant qu'État souverain dans ses frontières actuelles. Vous deux, messieurs, vous pensez que la France doit reconnaître l'indépendance du Tibet. Comme vous êtes extrêmement pointus sur le sujet, vous êtes en état de me fournir... On vous pose la question. Mais attendez, si vous faites plus que de poser la question, vous venez de me rappeler qu'il y avait eu 100 immolations. Comment vous, monsieur Mélenchon? Parce que vous aviez semblé considérer que personne n'avait de revendication au Tibet. Je n'ai jamais dit ça. Je sais très bien qu'il y a des revendications. On avait compris, peut-être à tort. Mais vous avez compris ce que vous avez envie de comprendre, comme l'autre qui s'en va en me balançant la Corée du Nord en partant. Alors on ne va pas parler de la Corée du Nord, il faut qu'on parle d'un troisième pays, il reste peu de temps. Oui, mais je voudrais terminer. Non, mais c'est vous qui avez abordé la question du Tibet. Monsieur Wittenberg, vous vous intéressez aux questions internationales, donc vous connaissez la position traditionnelle
du Dalai Lama, qui est d'instaurer un État théocratique, dans lequel l'équivalent de la charia bouddhiste serait appliqué. Et cet homme-là prétend que le Tibet indépendant doit être dans ses frontières historiques. Ça représente le quart du territoire de la République populaire de Chine. Et qu'il faut en expulser ce qu'il appelle les colons, 100 millions d'habitants. Vous trouvez que c'est une attitude raisonnable et que moi, qui prétends diriger ce grand pays qui s'appelle la France, je dois dire oui, bravo monsieur, quelle bonne idée, amputer la Chine du quart de son territoire, en expulser 100 millions d'habitants. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Vous devez entendre les revendications qui s'expriment. C'est stupide, c'est provoquer la guerre. Je ne veux pas de la guerre. Eh bien, on vous a entendu, on a compris votre position. Alors,